Michel Gurfinkel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été victime des embouteillages au cœur de Jérusalem, donc nous n'avons pas le plaisir de vous avoir ici dans notre studio, mais on vous entend bien et clair, haut et clair, et donc c'est le principal pour nous fournir quelques éléments de décryptage sur la visite que débute aujourd'hui le Premier ministre Benyamin Netanyahou en Europe, avec des rencontres avec ce que l'on appelle les 3 M, Macron, Merkel, May, des rencontres essentiellement autour du dossier iranien, tenter de persuader les dirigeants européens de se démarquer de l'accord de Vienne et peut-être même également de voir comment ils peuvent empêcher la présence de l'Iran en Syrie. Alors cette visite, elle intervient je le disais, dans un contexte un peu tendu, puisque les relations entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui sont particulièrement tendues. Donc elles sont tendues, mais je crois qu'il faudrait d'abord et avant toute chose dire que l'Europe n'existe définitivement plus. Voilà. Et c'est la chose la plus importante. L'Europe en tant que grande puissance était, une hypothèse de travail. Maintenant, cette hypothèse est terminée. Ce que nous voyons d'abord, c'est que l'Europe est déstabilisée par le Brexit, mais elle est déstabilisée aussi par ce que j'appellerais le deuxième Brexit, c'est-à-dire la rébellion ouverte de plusieurs pays d'Europe de l'Est et de l'Italie maintenant contre les directives européennes sur un nombre très important de sujets. Oui, mais c'est vrai, effectivement, Michel, mais ça a l'air d'être vrai, sauf sur Israël, où on a l'impression que finalement l'Europe trouve toujours un dénominateur commun pour critiquer l'État d'Israël. Écoutez, la réalité, c'est que il y a ce qu'on appelle des mécaniques européennes, oui, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Par exemple, nous avons vu tout de même que 4 pays européens se sont désolidarisés de la ligne officielle européenne au moment de l'affaire, des affaires récentes, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Roumanie. Nous savons donc que tout ceci est beaucoup plus théorique que réel. Les dirigeants dont nous parlons, les 3 M, c'est-à-dire Macron, Merkel et May, sont eux-mêmes pris dans des contradictions absolument extraordinaires, puisque d'un côté, ils protestent tous de leur admiration, de leur intérêt pour Israël, de leur intérêt pour une coopération avec Israël. Ils sont très conscients des menaces qui pèsent sur Israël. Ils déclarent même que l'antisionisme et l'antisémitisme ne font qu'une seule et unique chose et doivent être combattus. Et en même temps, ils sont enfermés dans des paradigmes extrêmement obsolètes, n'est-ce pas? Donc, alors... Comment on explique cela? Qui c'est qui les enferme dans ces paradigmes? Eh bien, un paradigme, il faut comprendre qu'un paradigme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Oui. Un paradigme, il y a des paradigmes pour toute chose, mais un paradigme général, c'est l'ensemble des idées simples sur lesquelles on croyait que repose une société, sur lesquelles on croyait que repose la politique générale d'un pays et d'un ensemble de pays. Et lorsque des paradigmes de ce genre, ça peut être un paradigme, d'ailleurs, il peut y avoir des paradigmes culturels, sociétaux, religieux, qui obéissent, qui ont la même importance. Lorsqu'un paradigme est solidement enraciné dans une culture, les gens sont totalement tétanisés. Les gens n'arrivent pas à imaginer que ce qui a pu fonctionner jusqu'à maintenant ne fonctionne absolument plus. C'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple parmi beaucoup d'autres. Nous prenons toutes les notions de comment arriver à la coexistence pacifique, à la paix. Tout cela repose sur des paradigmes qui ont pu fonctionner avec beaucoup de difficultés d'ailleurs dans les relations Est-Ouest, mais il y a beaucoup de difficultés pour les gens qui ont été élevés dans ces modèles de comprendre que ça ne s'applique absolument pas à d'autres régions du monde.
De même, nous comprenons le paradigme des droits de l'homme en général, mais nous ne comprenons pas que ce paradigme ne peut pas s'appliquer à des situations telles que la conjonction de migration massive et d'idéologies conquérantes comme les idéologies djihadistes. Donc, il y a toujours un temps très long. Rappelez-vous, par exemple, l'histoire de la crise de 1929. La crise de 29 éclate et les dirigeants américains, qui sont des hommes intelligents, remarquables, sont attachés au principe, au paradigme du libéralisme intégral et ne comprennent pas que ça ne s'applique plus du tout à la situation actuelle. Et la force d'un homme comme Roosevelt, quand il devient président des États-Unis en 1933, c'est que il dit voilà, je vais maintenant essayer d'appliquer un autre paradigme parce que celui-là est mort. Il a fallu quand même assez longtemps avant que on passe à un paradigme nouveau. Les dirigeants européens ne sont pas des hommes d'État de la stature de ceux qui ont fondé l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des héritiers, et ce sont des héritiers qui sont paniqués parce qu'ils ne comprennent plus ce qu'il se passe, parce qu'ils ont été élevés... Vous dites que, Michel, que en fait, les Européens ne comprennent pas les changements qui sont intervenus au cours des dernières années, par exemple au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Ils ne les voient pas ? Ils ne les comprennent pas, ou lorsqu'ils les comprennent un peu, ils sont épouvantés des conséquences. Voilà. Ils sont épouvantés des conséquences pour diverses raisons, et l'une des raisons... Y compris des raisons intérieures. Y compris des raisons intérieures, et ils ne sont pas arrivés jusqu'à présent à trouver une ligne politique cohérente que leur opinion publique accepterait et qui permettrait d'avancer. Alors, dans un tel contexte, la visite de Netanyahou, sans vouloir être trop pessimiste, elle est vouée à l'échec. C'est-à-dire, Netanyahou va essayer de leur expliquer quelque chose qui semble clair à tout le monde, mais qui pour eux, comme vous le dites, peut les effrayer et qu'ils ne vont pas comprendre. Écoutez, premièrement, je ne sais pas ce qui va se passer de cette visite. Il est possible que cette visite se termine par un échec total dans les trois capitales concernées. C'est possible. C'est une, comment dirais-je, c'est une hypothèse à considérer. Maintenant, nous connaissons Netanyahou. Et nous savons que Netanyahou a une capacité d'explication et de persuasion absolument unique. Ah oui. C'est le seul homme d'État qui est capable de parler aussi bien à Trump qu'à Poutine, qu'à Modi, et même avoir des relations tout à fait acceptables avec l'autre grande puissance d'Asie, c'est-à-dire la Chine. Donc, c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Il a une puissance, je dirais, rhétorique et pédagogique qui est tout à fait exceptionnelle. Maintenant, autant j'ai dit que les trois dirigeants en question sont empêtrés dans des difficultés qui sont en grande partie des difficultés presque structurelles, presque systémiques. En même temps, je ne dis pas que ce sont des gens totalement obtus. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ils peuvent commencer à comprendre qu'ils font fausse route, qu'ils ont raté un train. Oui, d'ailleurs, même pour Poutine, on l'a vu, il a fallu plusieurs années, on va dire, de rencontres et pour persuader les Russes que l'Iran représentait plus un danger qu'une solution au problème syrien. Tout à fait. Nous ne connaissons pas exactement la teneur de l'accord qui a pu être passé entre Poutine et Netanyahou. Le fait est qu'un accord a été trouvé. Oui. C'est quelque chose de très important. Prenez Merkel. C'est très intéressant le cas de Merkel, puisque Merkel est la personne qui, après des années de politique dite de non-sens, une politique de bon sens et de cohérence. Oui. Voilà. Brusquement, fait quelque chose de totalement délirant, c'est l'accueil d'1 million de migrants moyen-orientaux en Europe, et plus encore, du forcing vis-à-vis des autres pays membres de l'Union européenne
pour faire exactement la même chose. La même Merkel a fini par reconnaître au bout de 3 ans que ces migrants sont des vecteurs, ce que les services secrets allemands avaient dit au moment même où Merkel prenait la décision, sont des vecteurs d'antisémitisme, sont des vecteurs en fait de disruption sociétale et politique extrêmement grave en Allemagne. Donc, quelque part, nous avons affaire à des gens qui, pour l'instant, n'ont pas encore été capables de passer à des paradigmes plus productifs, mais qui, je pense, comprennent qu'en fait, les paradigmes sur lesquels ils s'appuient ne marchent plus. Donc, si Netanyahou, avec sa puissance pédagogique qui est assez exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, peut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dans le coup, ils ne sont littéralement pas dans le coup. Si ils arrivent à leur faire comprendre qu'il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose de différent, à quelque chose de plus ouvert, à quelque chose qui donne plus d'options possibles, je pense que des résultats pourront peut-être être atteints. En tout cas, la probabilité existe. Alors, je voudrais vous faire réagir à une déclaration qui est presque passée inaperçue, qui a été faite avant-hier, et c'est une déclaration faite par le secrétaire général de l'OTAN. Je ne me souviens pas exactement de son nom, qui est un peu compliqué, mais ce secrétaire général de l'OTAN a déclaré que, étant donné que l'État d'Israël n'est pas membre de l'OTAN à part entière, eh bien, il ne pourra pas compter sur le soutien de l'OTAN s'il devait être agressé. Et la question que je vous pose, c'est lorsque les pays européens, et en particulier la France, parce que c'est un message redondant et récurrent dans la bouche des responsables politiques français, affirment qu'ils garantissent la sécurité de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement si, le moment venu, eh bien, des forces étrangères ne pourront pas venir en aide à l'État d'Israël, même si, on va dire, l'État d'Israël a la capacité aujourd'hui de se débrouiller plus ou moins tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire une telle déclaration du patron de l'OTAN ? Premièrement, une telle déclaration est une plaisanterie d'une telle dimension que je pense il faut simplement considérer que le secrétaire général actuel de l'OTAN est un fonctionnaire de 4e ordre. En effet, aller simplement sur le site de l'OTAN, accessible en français, en anglais, dans toutes les langues des pays membres de l'OTAN, et vous allez avoir immédiatement une page sur les interventions hors alliance de l'OTAN. Oui. Toutes les régions du monde où l'OTAN est intervenue alors qu'il venait en aide à des pays qui ne sont pas des membres de l'Alliance. Donc il y a des dizaines d'interventions de ce genre qui se sont produites. L'OTAN en tant que telle est par exemple dans l'ex-Yougoslavie. Toutes les interventions dans l'ex-Yougoslavie se faisaient au nom de l'OTAN. L'ex-Yougoslavie ne faisait pas partie de l'OTAN. Point barre, c'est terminé. Donc cette déclaration est absolument ridicule. Absolument ridicule. Deuxièmement, vous posez une question sur les garanties des grandes puissances, notamment des puissances européennes. Eh bien, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Giscard d'Estaing reçoit l'ambassadeur d'Israël en France de l'époque, qui s'appelait Asher Ben Nathan, et lui dit il faut faire un État palestinien. Et bien entendu, la France donnera sa garantie pour la sécurité d'Israël et des frontières sûres et reconnues pour Israël. Alors à ce moment, Asher Ben Nathan lui dit ce que vous dites, Monsieur le Président, est extrêmement important. Donc, vous êtes en train de me dire que la France va donner sa garantie nucléaire pour la défense d'Israël. Et Giscard d'Estaing dit non, j'ai pas dit ça. Oui. Et alors à ce moment, Asher Ben Nathan lui dit mais alors de quelle garantie vous parlez? Puisque au jour où nous parlons, c'est-à-dire je crois qu'on était en 1974 ou 75, au jour où nous parlons, la puissance militaire israélienne est plus grande que la puissance militaire française. Quand vous prenez aujourd'hui la puissance de feu et de déploiement de la France, de la Grande-Bretagne, je ne parle même pas de l'Allemagne, des autres pays européens et celle d'Israël, il n'y a même pas de comparaison. La seule puissance importante de l'OTAN, c'est les États-Unis qui, à eux seuls, représentent 90% de la puissance militaire de l'Alliance. Voilà. Donc les garanties militaires qui peuvent venir
de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne sont égales zéro. Égale absolument zéro. Donc cette phrase, disons-le une fois pour toutes clairement, parce que même l'ambassadrice de France en Israël qui s'est, on va dire, écorchée avec le député Michael Loren autour du vote de la France vendredi en faveur de la résolution du Koweït condamnant Israël et pour ce qui se passe à Gaza, elle a dit nous garantissons la sécurité de l'État d'Israël. Nous continuerons. Ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut absolument rien dire. La seule chose, la seule dimension stratégique que les Européens peuvent jouer par rapport à Israël, elle est très simple, elle est connue. Ils ont joué cette carte déjà dans le passé. Ça consiste à faciliter ou à ne pas faciliter d'éventuels ponts aériens vers Israël. Si dans le cas d'un conflit majeur où il y aurait besoin d'acheminement de certains types d'armements, etc. Nous nous rappelons que pendant la guerre de Yom Kippour, la guerre de Yom Kippour, les pays européens avaient refusé un pont aérien vers Israël. La guerre de Yom Kippour, c'est-à-dire une époque où le consensus européen en politique internationale n'existait pas. Néanmoins, les pays européens qui avaient peur du boycott arabe, notamment en matière de pétrole, avaient refusé d'autoriser les États-Unis à faire des escales et même à survoler leur espace aérien pour aller ravitailler Israël sur l'ordre du président Nixon. Donc ça, c'est la seule chose que les Européens peuvent faire. Mais, encore une fois, il faudrait que les Européens réfléchissent un petit peu à la réalité du monde actuel. Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, ils comprennent qu'ils ont vécu ce que dénonce aujourd'hui le président Trump avec une brutalité sur laquelle on peut discuter, mais sa dénonciation a du fond. Il dit simplement vous avez construit votre prospérité en oubliant de vous occuper de votre défense nationale. Votre défense nationale, c'est nous qui l'avons payée depuis extrêmement longtemps. Et maintenant, il faudrait un petit peu réfléchir. C'est-à-dire, soit vous nous soutenez stratégiquement en tout, et vous arrêtez de voter contre nous aux Nations Unies. Dans ce cas-là, peut-être qu'on vous fera une fleur, mais si vous continuez à la fois à voter contre nous et à reposer exclusivement sur nous, pour votre défense nationale, eh bien, on va reconsidérer complètement le système. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup pour cet éclairage. Vraiment, c'était passionnant, comme toujours, de vous revoir un peu, de prendre un peu de recul sur l'actualité et de comprendre un peu mieux les développements et les changements qui interviennent ou n'interviennent pas, en particulier en Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin, au moins par téléphone sur Studio Kalita, et bonne journée. Shalom. Shalom, shalom.